Saviez-vous que chaque seconde, le Soleil transforme environ 600 millions de tonnes d'hydrogène en hélium, libérant une quantité inimaginable d'énergie qui, malgré l'immense distance, chauffe votre peau et maintient la vie sur notre planète. Cette énergie, qui voyage à travers l'espace à une vitesse stupéfiante, nous impacte de manière que nous tenons souvent pour acquises, mais qui sont le résultat de processus physiques et biologiques extraordinairement complexes. Nous allons aujourd'hui nous plonger dans la façon dont cette géante boule de feu parvient à nous faire ressentir sa chaleur, depuis les réactions nucléaires en son cœur jusqu'aux interactions microscopiques avec les cellules de notre peau. Au cœur du Soleil, à des températures atteignant 15 millions de degrés Celsius et sous des pressions gravitationnelles colossales, se produit la fusion nucléaire. 4 noyaux d'hydrogène se combinent pour former un noyau d'hélium, et dans ce processus, une petite fraction de la masse est directement convertie en énergie. Selon la célèbre équation d'Albert Einstein, l'énergie est égale à la masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré. Cette énergie est libérée sous forme de particules de lumière appelées photons de haute énergie, principalement des rayons gamma. Ces photons, nouvellement nés, commencent un voyage tortueux et lent du noyau vers la surface solaire. C'est un voyage qui peut durer des dizaines de milliers d'années, heurtant, étant absorbé et réémis d'innombrables fois par le plasma solaire dense, perdant de l'énergie et se transformant en photons de longueur d'onde plus longue en chemin. Finalement, en atteignant la photosphère, la couche extérieure visible du Soleil, ces photons s'échappent dans l'espace sous la forme d'un vaste courant de rayonnement électromagnétique. Ce rayonnement n'est pas seulement de la lumière visible, c'est un spectre complet d'énergie, des ondes radio de basse énergie aux rayons gamma de très haute énergie, en passant par les micro-ondes, le rayonnement infrarouge, la lumière visible, le rayonnement ultraviolet et les rayons X. Le Soleil émet principalement dans 3 gammes qui nous intéressent profondément. Environ la moitié de son énergie arrive sous forme de lumière visible, 45% sous forme de rayonnement infrarouge et 5% sous forme de rayonnement ultraviolet. Chacun de ces composants interagit différemment avec notre peau et notre environnement. Une fois libérés de la photosphère solaire, ces photons entament leur voyage à travers le vide de l'espace interplanétaire à la vitesse vertigineuse de la lumière, qui est d'environ 300 000 km par seconde. À cette vitesse, la lumière du Soleil met environ 8 minutes et 20 secondes pour parcourir les 150 millions de kilomètres qui nous en séparent. Pendant ce trajet, l'énergie solaire reste pratiquement inchangée, car il n'y a pas de matière pour l'absorber ou la disperser significativement dans l'espace. C'est un courant constant de paquets d'énergie se dirigeant vers notre planète, un flux ininterrompu que nous avons exploité pour la vie depuis des temps immémoriaux. En atteignant la Terre, le rayonnement solaire rencontre l'atmosphère, une couche complexe de gaz qui agit comme un filtre protecteur. Différentes composantes du spectre électromagnétique interagissent de manière distincte avec cette barrière gazeuse. Par exemple, les rayons gamma et les rayons X, extrêmement énergétiques, sont presque entièrement absorbés dans les couches supérieures de l'atmosphère, par les atomes et les molécules des gaz, leur énergie se transformant en chaleur. Cela nous protège des rayonnements qui seraient létaux pour la vie. Le rayonnement ultraviolet, quant à lui, rencontre la couche d'ozone, une région de la stratosphère riche en molécules d'ozone. L'ozone est crucial car il absorbe presque tout le rayonnement ultraviolet C, le plus dangereux, et une grande partie du rayonnement ultraviolet B, ne permettant qu'à une petite fraction de ce dernier d'atteindre la surface. Cependant, le rayonnement ultraviolet A est moins affecté par la couche d'ozone et traverse l'atmosphère dans une plus grande mesure. La lumière visible, le segment du spectre que nos yeux peuvent percevoir, traverse l'atmosphère en grande partie, bien qu'une portion soit dispersée par les molécules d'air, ce qui explique pourquoi le ciel est bleu. Cette dispersion est plus efficace pour les longueurs d'onde plus courtes, comme le bleu et le violet, créant cette nuance céleste distinctive que nous observons quotidiennement. Le rayonnement infrarouge, le principal porteur de la chaleur que nous ressentons, est partiellement absorbé par les gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau. Cette absorption est fondamentale pour maintenir la température de la Terre dans une fourchette habitable, créant ce que nous appelons l'effet de serre naturel. Sans lui, la température moyenne de notre planète serait glaciale, autour de 18 degrés Celsius en dessous de zéro, ce qui rendrait impossible l'existence d'eau liquide à la surface et, par conséquent, la vie telle que nous la connaissons. Lorsque le rayonnement solaire appert finalement notre peau, chaque type d'onde électromagnétique interagit d'une manière unique, donnant lieu aux divers effets que nous expérimentons. Le rayonnement infrarouge, par exemple, est le principal responsable de la sensation immédiate de chaleur. Ces ondes ont une longueur d'onde plus grande que la lumière visible et, en impactant notre peau, elles ne sont pas vues mais ressenties. Les photons infrarouges sont absorbés par les molécules d'eau et d'autres molécules présentes dans nos cellules.
Lorsque ces molécules absorbent l'énergie de l'infrarouge, elles commencent à vibrer plus rapidement, ce qui se traduit par une augmentation de leur énergie cinétique et par conséquent par une augmentation de la température locale. Cette énergie thermique se propage rapidement à travers les tissus, activant les thermorécepteurs dans notre peau et envoyant des signaux à notre cerveau que nous interprétons comme de la chaleur. Cette pénétration du rayonnement infrarouge n'est pas superficielle, elle atteint le derme, la couche la plus profonde de la peau et les tissus sous-cutanés. C'est pourquoi nous pouvons sentir la chaleur du soleil même à travers des vêtements fins. Les effets du rayonnement infrarouge peuvent être bénéfiques dans certains contextes. Par exemple, en physiothérapie, les lampes infrarouges sont utilisées pour soulager les douleurs musculaires et articulaires, car la chaleur pénétrante améliore la circulation sanguine et détend les tissus. Cependant, une exposition excessive peut entraîner une déshydratation et, dans les cas extrêmes, des brûlures thermiques. La lumière visible, bien que n'étant pas la principale source de chaleur que nous ressentons, est fondamentale pour notre perception du monde. Ces photons sont absorbés par les pigments de notre peau et de nos yeux, nous permettant de voir les couleurs et les formes. Son impact thermique est moindre par rapport à l'infrarouge, mais sa présence est constante et vitale pour nos cycles circadiens et notre bien-être général. Le rayonnement ultraviolet, bien qu'il constitue une portion mineure de l'énergie solaire qui nous parvient, est le plus pertinent lorsque nous parlons des effets directs et à long terme sur notre peau et notre santé. Il se divise en 3 types principaux: ultraviolet A, ultraviolet B et ultraviolet C. Le rayonnement ultraviolet C, comme nous l'avons déjà mentionné, est le plus énergétique et le plus nocif. Mais heureusement, il est presque entièrement absorbé par la couche d'ozone de l'atmosphère terrestre, de sorte qu'il ne représente pas une menace directe pour nous dans des conditions normales. Le rayonnement ultraviolet B, d'autre part, atteint la surface terrestre en proportion significative et est le principal responsable des coups de soleil et des dommages directs à l'acide désoxyribonucléique de nos cellules cutanées. Ces photons ont suffisamment d'énergie pour être absorbés par les molécules de notre acide désoxyribonucléique, provoquant des ruptures dans ces chaînes et des mutations pouvant conduire à la formation de cancers de la peau. Cependant, le rayonnement ultraviolet B est également crucial pour un processus vital, la synthèse de la vitamine D. Lorsque le rayonnement ultraviolet B incide sur la peau, il convertit le 7-déhydrocholestérol, un précurseur de la vitamine D, en prévitamine D, qui s'isomérise ensuite en vitamine D3. Cette vitamine est essentielle à l'absorption du calcium et du phosphore, fondamentaux pour la santé osseuse, et joue un rôle important dans la fonction immunitaire et la régulation de l'humeur. Le rayonnement ultraviolet A, avec une longueur d'onde plus longue que l'ultraviolet B, pénètre plus profondément dans la peau, atteignant le derme. Bien qu'il soit moins susceptible de provoquer un coup de soleil immédiat, le rayonnement ultraviolet A est la principale cause du photovieillissement, le vieillissement prématuré de la peau induit par le soleil. Ces effets cumulatifs incluent l'apparition de rides, de ridules, un relâchement cutané, des taches solaires connues sous le nom de lentigos solaires et des télangiectasies ou capillaires brisés. Cela se produit parce que le rayonnement ultraviolet A endommage le collagène et l'élastine, les protéines responsables de la fermeté et de l'élasticité de la peau, par la génération de radicaux libres et de le stress oxydatif. De plus, le rayonnement ultraviolet A contribue au risque de cancer de la peau, bien que de manière plus indirecte que l'ultraviolet B, en générant des espèces réactives de l'oxygène qui peuvent endommager l'acide désoxyribonucléique. Face à la menace du rayonnement ultraviolet, notre peau a développé un mécanisme de défense naturel extraordinairement efficace, la mélanine. La mélanine est un pigment produit par des cellules spécialisées appelées mélanocytes qui se trouvent dans la couche la plus profonde de l'épiderme. Lorsque la peau est exposée au rayonnement ultraviolet, les mélanocytes s'activent et commencent à produire plus de mélanine. Cette mélanine se dépose autour du noyau des cellules cutanées, agissant comme un parapluie protecteur qui absorbe et disperse le rayonnement ultraviolet avant qu'il ne puisse endommager l'acide désoxyribonucléique. Le processus de bronzage est en fait une réponse adaptative de notre corps pour se protéger des dommages solaires. Les personnes varient dans leur capacité à produire de la mélanine, ce qui explique les différences de teint de peau et la susceptibilité aux coups de soleil et au cancer de la peau. Les peaux plus foncées, avec une concentration plus élevée de mélanine, possèdent une protection naturelle plus robuste contre les radiations ultraviolettes, bien qu'elles ne soient pas immunisées contre leurs effets nocifs et nécessitent également une protection solaire. Au contraire, les peaux plus claires, avec une quantité moindre de mélanine, sont beaucoup plus vulnérables aux coups de soleil et au développement de cancers cutanés.
Il existe deux types principaux de mélanine. Le mélanine, de couleur brun foncé ou noir, qui offre une protection plus efficace contre les radiations ultraviolettes, et la phéomélanine, de couleur rouge ou jaune, qui est moins protectrice et peut même générer des radicaux libres en présence de radiations ultraviolettes, ce qui explique pourquoi les personnes rousses sont particulièrement sujettes aux coups de soleil et aux dommages cutanés. Au-delà de l'interaction au niveau moléculaire, notre corps réagit à l'exposition solaire par une série de mécanismes physiologiques conçus pour réguler la température. Lorsque le rayonnement infrarouge chauffe la peau, l'hypothalamus, la région du cerveau qui fonctionne comme un thermostat corporel, détecte l'augmentation de température. En réponse, la vasodilatation est déclenchée, un processus par lequel les vaisseaux sanguins proches de la surface de la peau se dilatent. Cela permet à plus de sang de circuler vers la surface, dissipant la chaleur du corps vers l'environnement. C'est pourquoi notre peau peut rougir sous le soleil. Un autre mécanisme de refroidissement vital est la transpiration. Les glandes sudoripares, stimulées par l'hypothalamus, libèrent de l'eau et des électrolytes à la surface de la peau. À mesure que la sueur s'évapore, elle emporte avec elle une grande quantité de chaleur latente, ce qui produit un effet de refroidissement sur la peau. C'est un système de refroidissement très efficace qui peut dissiper de grandes quantités de chaleur, essentiel pour éviter la surchauffe, notamment dans les climats chauds ou pendant l'exercice physique. Cependant, une transpiration excessive peut entraîner une déshydratation si les liquides et électrolytes perdus ne sont pas remplacés. D'autres mécanismes, comme la piloérection ou l'horripilation des poils, ont un rôle mineur chez les humains, étant plus pertinent chez les animaux à pelage dense pour piéger une couche d'air isolante. La compréhension de la façon dont le soleil nous chauffe n'est pas seulement une curiosité scientifique, elle a des applications directes et vitales dans notre vie quotidienne et dans l'industrie. Pensons par exemple à l'architecture durable. Les bâtiments sont conçus pour maximiser l'absorption solaire en hiver, avec de grandes baies vitrées orientées au sud dans l'hémisphère nord pour capter la chaleur infrarouge et réduire le besoin de chauffage. En été, des auvents et des persiennes sont utilisés pour bloquer le soleil de midi, minimisant ainsi la surchauffe excessive et la dépendance à la climatisation. Cela améliore non seulement le confort intérieur, mais réduit aussi significativement la consommation d'énergie et l'empreinte carbone des bâtiments. Un autre cas fascinant est celui des plantes et de la photosynthèse, le processus fondamental qui soutient la vie sur Terre. Les plantes utilisent l'énergie de la lumière visible du soleil pour convertir le dioxyde de carbone et l'eau en glucose, leur nourriture, et en oxygène que nous respirons. Les chloroplastes, organites spécialisés à l'intérieur des cellules végétales, contiennent de la chlorophylle, un pigment vert qui absorbe spécifiquement les longueurs d'onde rouges et bleues du spectre visible, réfléchissant le vert, c'est pourquoi nous voyons les plantes de cette couleur. L'énergie lumineuse capturée est ensuite convertie en énergie chimique, propulsant une série de réactions qui construisent des sucres et libèrent de l'oxygène. Ce processus n'est pas seulement crucial pour la chaîne alimentaire, mais il régule également les niveaux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, agissant comme un puits de carbone naturel. Dans le domaine de la médecine, le rayonnement solaire a des usages thérapeutiques et diagnostiques. La photothérapie, qui utilise une lumière ultraviolette contrôlée, est employée dans le traitement de maladies de la peau telles que le psoriasis et le vitiligo. Dans le psoriasis, le rayonnement ultraviolet B aide à ralentir la croissance excessive des cellules cutanées, réduisant les lésions. Dans le vitiligo, il stimule la production de pigments dans les zones dépigmentées. Cependant, ces traitements doivent être soigneusement surveillés en raison des risques associés au rayonnement ultraviolet. De plus, la lumière visible est utilisée dans les lampes de photothérapie pour traiter l'ictère néonatal, une condition courante chez les nouveau-nés où la bilirubine, un sous-produit de la décomposition des globules rouges, s'accumule dans le sang. La lumière aide à décomposer la bilirubine, facilitant son élimination par le corps du bébé. Les véhicules, en particulier les automobiles, sont un excellent exemple de la façon dont l'énergie solaire est convertie en chaleur. Par une journée ensoleillée, une voiture garée en plein air peut atteindre des températures internes dépassant 60 degrés Celsius en quelques minutes, même si la température extérieure est modérée. Cela est dû à l'effet de serre à l'intérieur du véhicule. La lumière visible et le rayonnement infrarouge à ondes courtes du soleil traversent facilement les vitres de la voiture et sont absorbés par l'intérieur, chauffant les sièges, le tableau de bord et d'autres surfaces.
Ces surfaces réémettent de la chaleur sous forme de rayonnement infrarouge à ondes longues qui ne peut pas s'échapper aussi facilement à travers le verre, restant piégé et augmentant la température de l'habitacle. C'est pourquoi il ne faut jamais laisser d'enfants ou d'animaux de compagnie seuls dans une voiture garée sous le soleil. Dans le secteur de l'énergie, le rayonnement solaire est la base des technologies solaires photovoltaïques et thermiques. Les panneaux solaires photovoltaïques, composés de cellules de silicium, convertissent directement la lumière du soleil en électricité via l'effet photoélectrique, où les photons incidents sur le matériau semi-conducteur libèrent des électrons créant un courant électrique. En l'an 2023, la capacité installée d'énergie solaire au niveau mondial a dépassé le térawatt, un chiffre impressionnant qui démontre son importance croissante en tant que source d'énergie propre. Les capteurs solaires thermiques, quant à eux, exploitent le rayonnement infrarouge pour chauffer de l'eau ou un fluide caloporteur, qui peut ensuite être utilisé pour le chauffage domestique ou pour générer de l'électricité dans des centrales solaires thermiques. Un exemple concret est celui de la centrale solaire thermique d'Ivanpah en Californie qui utilise des miroirs pour concentrer la lumière du soleil sur une tour centrale, chauffant de l'eau pour produire de la vapeur qui actionne des turbines. L'incidence du rayonnement solaire sur la peau est également un facteur critique en matière de santé publique, notamment en ce qui concerne le cancer de la peau. Chaque année, des millions de cas de cancer de la peau sont diagnostiqués dans le monde entier, ce qui en fait le type de cancer le plus courant. Les trois types principaux sont le carcinome basocellulaire, le carcinome épidermoïde et le mélanome. Le carcinome basocellulaire est le plus fréquent et bien qu'il se propage rarement, il peut être localement destructeur s'il n'est pas traité. Le carcinome épidermoïde est le deuxième plus courant et présente un risque plus élevé de métastase s'il n'est pas traité. Le mélanome, bien que moins courant, est le plus agressif et potentiellement mortel, responsable de la majorité des décès liés au cancer de la peau. L'exposition chronique et excessive au rayonnement ultraviolet, en particulier les coups de soleil avec cloquet pendant l'enfance et l'adolescence, augmente considérablement le risque de développer un mélanome. Il est fondamental d'effectuer des examens cutanés réguliers en recherchant tout changement dans les grains de moule ou l'apparition de nouvelles lésions suspectes. La règle du ABCDE est un outil utile pour l'auto-examen. Asymétrie, bords irréguliers, couleurs variées, diamètre supérieur à 6 mm et évolution, c'est-à-dire tout changement de taille, de forme, de couleur. La prévention reste la meilleure défense contre le cancer de la peau. Cela inclut l'application régulière d'une crème solaire à large spectre avec un facteur de protection solaire d'au moins 30 qui protège contre les rayons ultraviolets A et les rayons ultraviolets B. Il est crucial de réappliquer la crème solaire toutes les 2 heures ou plus souvent en cas de transpiration ou de baignade. En plus de la crème solaire, les vêtements de protection constituent une barrière physique très efficace. Utilisez des vêtements avec un facteur de protection ultraviolet élevé, des chapeaux à large bord et des lunettes de soleil qui bloquent 100% des rayons ultraviolets A et les rayons ultraviolets B réduisent significativement l'exposition. Il est vital d'éviter les heures de pointe de rayonnement solaire, généralement entre 10 h du matin et 4 h de l'après-midi quand l'intensité ultraviolette est la plus élevée. Chercher l'ombre est une stratégie simple mais puissante pour minimiser l'exposition. Ces mesures préventives sont particulièrement importantes pour les enfants et les personnes à la peau claire car leur peau est plus vulnérable aux dommages solaires cumulés. La recherche sur le rayonnement solaire et ses effets sur la santé humaine est un domaine en constante évolution. Des scientifiques du monde entier étudient comment les différentes longueurs d'onde de la lumière affectent l'ADN, les protéines et les membranes cellulaires, recherchant de nouvelles façons de prévenir et de traiter les dommages solaires. Par exemple, de nouveaux composés sont étudiés dans les crèmes solaires qui non seulement absorbent ou réfléchissent le rayonnement ultraviolet, mais qui neutralisent les radicaux libres et réparent les dommages de l'ADN. Les effets de la lumière bleue, une portion de la lumière visible, sont étudiés. Il a été démontré qu'elle peut également causer de la pigmentation et du photovieillissement chez certains types de peau, ce qui conduit au développement de crèmes solaires qui la bloquent également. La compréhension de la façon dont les systèmes de réparation de l'acide désoxyribonucléique dans nos cellules fonctionnent et comment ils peuvent être améliorés est un autre axe de recherche. Certaines enzymes de réparation, comme la photolyase présente chez d'autres organismes, sont capables d'inverser directement les dommages à l'acide désoxyribonucléique induits par le rayonnement ultraviolet. Bien que les humains n'aient pas cette enzyme fonctionnelle, l'étude de ces mécanismes ouvre des portes à de futures thérapies. L'interaction complexe entre la vitamine D, l'exposition solaire et la santé générale est également étudiée. Cherchons l'équilibre optimal entre le besoin de cette vitamine et le risque de dommages cutanés. Il existe des études qui explorent la possibilité qu'une exposition modérée et contrôlée au rayonnement ultraviolet, sans atteindre la brûlure, puisse avoir des bénéfices au-delà de la vitamine D, impactant le microbiome cutané ou même la réponse immunologique systémique.
Le rayonnement solaire n'est pas seulement une source de chaleur et de lumière. C'est un moteur fondamental des processus biologiques et chimiques sur Terre. Son influence s'étend aux phénomènes météorologiques tels que la formation des vents et le cycle de l'eau grâce au réchauffement différentiel de la surface terrestre. Au niveau psychologique, l'exposition à la lumière du soleil influence notre humeur et nos rythmes circadiens, régulant la production de mélatonine et de sérotonine. Le manque d'exposition à la lumière vive, en particulier en hiver aux latitudes élevées, peut contribuer aux troubles affectifs saisonniers, une forme de dépression qui est soulagée par la luminothérapie. En résumé, le Soleil nous chauffe à travers un processus complexe qui commence par la fusion nucléaire, libère de l'énergie sous forme de photons, parcourt des millions de kilomètres, traverse notre atmosphère et interagit finalement avec notre peau à différents niveaux. Le rayonnement infrarouge nous donne la sensation de chaleur directe, la lumière visible illumine notre monde et le rayonnement ultraviolet, bien qu'invisible, a de profonds effets biologiques, de la synthèse de la vitamine D aux dommages à l'acide désoxyribonucléique et au risque de cancer. Notre peau, avec son système sophistiqué de mélanine et ses mécanismes de thermorégulation, est notre première ligne de défense, mais elle n'est pas infaillible. Comprendre cette danse complexe entre le soleil et notre peau nous donne les moyens de prendre des décisions éclairées sur la façon d'interagir avec cette puissante force naturelle. C'est une science qui, en dévoilant les secrets du rayonnement, nous permet de profiter de ses bienfaits vitaux tout en minimisant ses risques potentiels. Si vous souhaitez continuer à explorer les merveilles et les mystères qui nous entourent, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à aimer cette vidéo si vous l'avez trouvée utile et intéressante, à laisser votre commentaire avec vos questions ou réflexions et à partager ces connaissances avec vos amis et votre famille. Votre soutien nous aide à continuer à vous apporter plus d'histoires fascinantes et rigoureuses comme celle-ci.